Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Onjase-là, l'émission où on vous parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro et comme d'habitude, je suis entouré de mes fidèles collaborateurs Samuel. Bonjour. Rosemary. Hello! Et à nouveau cette semaine, Anthony Laplante-Paquin. Bonjour. Comment ça va, Anthony? Ça va très bien, très content d'être invité. Ben, on est très content de te recevoir. Puis en fait, tu vas nous faire ton deuxième sujet de l'histoire de l'émission. Oui. Puis on va être encore un petit peu dans les cordes comme la première fois. Tu vois, on va toucher un peu l'Iran, le Moyen-Orient, mais c'est avec un focus sur la Chine aussi cette fois-ci. Tout à Tu fait. vas nous parler de la nouvelle route de la soie. Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as précisé, avec un plus axé sur la région du Moyen-Orient, parce que la route de la soie, ça le dit, c'est une route qui va passer pas juste à travers le Moyen-Orient, mais qui va vraiment prendre des dizaines et des dizaines de directions. C'est une initiative sans précédent qui va demander des dépenses, un effort pour construire des infrastructures pas mal inégalé dans l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est une affirmation qui se défend. Est-ce que Marco Polo il est encore sur le projet? Marco Polo, malheureusement, est à la retraite dans un CHSLD. Il y avait une job de contracteur, mais avec le bac puis la commission C'est Charbonneau, ça. ça a mal viré. Il a fait une coupe de deal au Québec. qu'on C'est avait ça fait. qui arrive. Ben, j'ai bien hâte qu'on en jase, mais avant ça, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Donc, cette semaine, on boit la bière Ta meilleure de la brasserie La Gavière, située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il s'agit d'une NE-IPA. NE-IPA qui peut vouloir dire deux choses, en fait, soit Northeast India Pale Ale ou New England India Pale Ale, donc Nouvelle-Angleterre, qui est située où? Dans le nord-est. Dans le nord-est. Donc, ça veut dire Pas mal la même chose. exactement la même chose au final, même si l'acronyme est pas toujours le même. Donc, ce qui est typique dans le fond des Northeast IPA, c'est qu'elles ont un goût qui est plus tropical, que les IPA plus normales, qui est dû dans le fond au type de levure puis de houblon utilisé. Ce sont aussi des bières qui sont plus onctueuses et un peu moins amères que la IPA classique. Donc, celle-ci, c'est une bière que je vous présente, une India Pale Ale à 7% d'alcool, ce qui est quand même fort pour une India Pale Ale. Ouais. C'est rare qu'on retrouve une India Pale Ale forte. Mhm. C'est une bière à la couleur jaunâtre, assez voilée. Au nez, on ressent... Ça sera pas la bière préférée à Richard Martineau. Ah. Non! Ni à François. Tu sais, je peux pas m'empêcher. Donc, comme je disais avant l'intervention de Marc-André, au nez, on a vraiment des arômes très tropicales. On sent aussi le houblon, mais on sent pas trop d'amertume. Moi, au départ, ça me faisait pas trop peur, même si nos auditeurs doivent commencer à savoir que je suis pas une grande fan de IPA. En bouche, ben, ça a été le regret de Oh mon Dieu! On salue non, la mais- brasserie. Non, je dis pas que c'est pas une bonne bière, mais moi qui aime pas les IPA, c'était trop pour moi, définitivement. Là, on sent vraiment fort le houblon. Par contre, on a des notes très très fortes de fruits tropicaux, donc d'orange, d'ananas, de mangue, même de fruits de la passion. C'est une bière qui est d'amertume moyenne, mais c'est quand même beaucoup trop pour moi. Puis, une bière à la texture légèrement onctueuse, quand même, qui est assez classique des NE-IPA. Donc, cette bière-là, en fait, la recette a changé au cours de 2017. Donc, si vous avez déjà goûté à la bière, mais avant ça, je vous conseille d'y regoûter parce que c'est une version maintenant qui est plus houblonnée, plus aromatique et moins maltée que l'ancienne version qui était en fait présentée en bouteille de verre. Maintenant, la bière est présentée en canette. Donc, voilà, moi, c'était pas une bière pour moi, mais je l'ai présentée parce que je sais que c'est une bière que Samuel affectionne particulièrement. Je dois admettre quand même que en y regoûtant aujourd'hui, je pense que je préférais la première. Je suis vraiment fan des bières qui ont un goût maltais prononcé. Là. Je pense particulièrement aux bières allemandes qui sont très maltées. Mais ouais, c'est peut-être pas ma meilleure, mais c'est... C'est ce que j'allais dire. Définitivement Rose, de mes bonnes. Ta meilleure, toi, c'est pas celle-là. Moi, c'est pas celle-là, malheureusement. Comme je comprends la bière, je pense que c'est une bière qui reste bien équilibrée, c'est une recette qui est réussie de façon générale. Je veux pas dire que c'est une mauvaise bière. Moi, c'est pas mon genre. Si vous êtes pas fan de IPA,
je vous la recommande pas, bien franchement. Mais pour les amateurs d'IPA, je pense que c'est une très bonne bière. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ça m'étonne pas de ta part. C'est vraiment dans mes cordes. Ça me fait penser un petit peu à la double mango de Simple Malte, qui est une double IPA à la menthe. Oui. Elle est plus corsée, la double mango, mais le côté mais justement la agrume, tropicale, oui, vraiment, c'est ça sort beaucoup. Je suis d'accord, effectivement. Donc, pour ceux qui aiment les IPA, écoutez-moi pas. Écoutez plus Marc-André. J'insiste sur le fait que la Gabière est une très bonne brasserie. Leurs produits sont de très bonne qualité. À chaque fois que j'en ai écouté une, j'ai été pas surpris, mais toujours très satisfait en fait du produit. On les salue. On les salue. On les salue malgré... Je voulais pas vous faire une mauvaise critique, là, c'est pas mon but. Donc, Malgré ton goût doux amer. Voilà, particulièrement amer. Ça. Donc voilà, c'était ta meilleure de la brasserie La Gabière. Merci beaucoup, Rosemary. Ça fait plaisir. Maintenant, Anthony, le micro est à toi. Oui, donc, juste peut-être pour situer un peu les grandes lignes de tout ça, commencer par présenter c'est quoi le projet de la One Belt ou Road Initiative. S'il te plaît. Oui, ça serait bien. Ça serait Donc, bien. c'est quoi l'idée? À quoi ça va servir? Ça va être quoi le rapport plus spécifique avec l'Iran? On va voir que l'Iran va être une pièce maîtresse de ce projet-là pour la Chine. On va voir qu'est-ce qu'on a à gagner à fonder un partenariat basé là-dessus. On va regarder les implications géopolitiques, donc ça va être quoi les conséquences de ce rapprochement-là, les implications économiques, et finalement, on va regarder du côté de l'Occident. Ça va faire un beau pont avec ce que Marc-André a discuté la semaine dernière. Donc, du côté des Américains, comment on réagit à ce développement chinois qui est inexorable, qui a l'air d'être sans faille, mais on va voir un peu que la Chine joue peut-être un jeu dangereux en faisant ça. Mais donc, qui arrive surtout en fait comme un rouleau compresseur sur les économies du monde, là, particulièrement occidentales. Oui, tout à fait. Et d'être perçu comme une menace, ça peut jouer contre nous aussi. Mais on va voir comment les Chinois sont capables de nous vendre ce projet-là, comment ils sont capables de le vendre au reste du monde, de voir un peu c'est quoi l'intérêt de tout ça. Donc, comme on l'a dit, la One Belt ou One Road Initiative, qui est un peu le but, c'est de faire revivre la route de la soie. Donc, l'ancienne route qui connectait l'Orient au monde occidental par lequel on faisait transiter toutes sortes de biens de luxe à cette époque-là, incluant évidemment la soie, les épices. Ouais, la route de la Pas fou. Oui, le nom était très bien choisi. Donc, c'est une route commerciale qui a décliné quand les innovations maritimes ont commencé à arriver. Donc, on pense entre autres aux galions qui étaient inventés par les Portugais, les Espagnols, les autres puissances européennes. Donc, les routes maritimes ont un peu pris le dessus sur cette route terrestre-là qui a décliné à travers les siècles. Par contre, là, les Chinois, ce qu'ils veulent faire, c'est la faire revivre. Donc, on va avoir des réseaux routiers qui vont passer, entre autres, par l'Iran, mais on va développer des routes maritimes qui vont accoster sur les côtes de la péninsule arabique, qui vont aller sur la côte est de l'Afrique. On va développer les réseaux en Asie du Sud-Est. Il y a des routes qui vont passer à travers des pays comme le Kazakhstan, qui vont rejoindre la Russie et finalement l'Europe occidentale. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement des routes. Donc là, on parle pas seulement d'une belle autoroute pavée. On parle de réseau ferroviaire, on parle de mines, on parle de barrages hydroélectriques, on parle de raffineries, d'aéroports, j'imagine. Aéroports, tout à fait, des gares, tout ça. On parle d'un réseau commercial, mais d'un réseau routier vraiment qui va dépasser pas mal tout ce que l'humanité a fait, comme on a dit. Un investissement qui va tourner autour là, du trilliard de dollars. J'insisterais aussi sur les infrastructures de télécommunications. Ah oui, tout à fait. Principalement pour l'Internet. Oui. Je pense qu'on va pouvoir revenir plus tard, mais ça va avoir un impact aussi important sur les pays visés par ça. Ah oui, définitivement. C'est fou. Je vous dis juste les mots firewall chinois. Je pense que je vais faire des liens. Enfin, on revient un peu plus tard, je pense. C'est clair. Pare-feu pour le QLF. Ouais, c'est ça. On les salue. Et c'est quoi le rapport avec l'Iran? Parce qu'il va y avoir des dizaines de nations impliquées dans ce projet-là, mais là, on va regarder plus l'Iran. L'Iran, historiquement, c'est une plaque tournante du commerce. C'est au centre du continent eurasien. Donc, ça fait des siècles que les marchandises transitent par l'Iran pour passer d'un côté du globe à l'autre. La civilisation perse, elle a construit beaucoup, justement, son influence sur
Ben, tout à fait. Le lien entre l'Orient et l'Occident, vraiment. Oui, tout à fait. Puis c'est une super bonne intervention parce que ça m'amène directement à ce que j'allais dire, c'est que pourquoi est-ce que l'Iran est un choix de premier plan pour la Chine, au-delà de sa position géographique, il y a toute une question d'héritage culturel que ces deux pays-là partagent, et c'est nos civilisations sont les plus vieilles de l'histoire. Le monde perse, le monde chinois, malgré des révolutions, malgré des occupations par des puissances étrangères, sont des entités politiques qui ont su traverser, pas juste des siècles, traverser des millénaires, malgré des embûches à pu finir. Donc, les ayatollahs iraniens et le président chinois peuvent s'entendre sur le fait que leur caractère culturel est d'une certaine façon, selon eux, supérieur. Sa pérennité en est la preuve. Donc là, évidemment, les deux pays ont des relations qui sont parfois compliquées, mais en ce moment, ce que ça donne, c'est on a l'Iran d'un côté qui a une production de pétrole, de gaz naturel extrêmement importante et qui, pas loin de chez lui, a un client qui boit du pétrole comme si c'était de la belle eau Fidji embouteillée, qui s'appelle la Chine. La Chine a besoin d'énergie pour accroître son développement. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que si le développement de la Chine s'arrête, ben, le gouvernement chinois se retrouve avec 1,3 milliard de personnes qui sont pas contentes. C'est une ligue au-dessus de la manif étudiante, on va se le dire. Donc là... Puis il y a une espèce de deal non verbal. Une entente tacite. Exactement, entre le Parti communiste chinois et la population. Tout à fait. L'entente, un peu, au final, c'est la population va dire au gouvernement chinois, faites ce que vous avez à faire, mais nous autres, on veut que notre situation s'améliore. C'est ça qu'on voit depuis les années 80, c'est une classe moyenne qui est grossissante, qui en finit plus de grossir. Ou en tout cas, on commence à peut-être voir la fin de cette croissance-là. Et qui fait que si on grossit, on vous laisse la place. On sent qu'il y a quand même une confiance, non pas aveugle, mais une certaine confiance, disons que avec un certain déni peut-être, de la part de la population par rapport au parti au pouvoir. Parce que je pense qu'ils sont très conscients de tous les torts que ce régime-là fait subir à des parties de sa population. Puis je pense particulièrement au peuple, je dirais, colonisé, comme par exemple les Tibétains. Ouais, ou quand la minorité musulmane dans l'extrême ouest du pays. Puis jusqu'à un certain point, les minorités chrétiennes aussi, là, ça c'est quand même moins touchable parce qu'ils sont plus proches de nous, je veux pas. Mais oui, effectivement. Il accepte en fait, la population accepte ces atteintes-là parce que justement, beaucoup ont vu leur sort s'améliorer sous ce régime-là. Puis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ben c'est la promesse que c'est eux les prochains. Exact. Et que ça va continuer. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment au centre, je pense même de l'idée même de ce projet-là, c'est d'assurer la survie du Parti communiste. Oui, tout à fait. Puis l'hégémonie commerciale que la Chine essaye, en fait qu'elle poursuit en ce moment et qu'elle essaye d'atteindre dans les prochaines décennies, c'est un gage de stabilité politique. Donc ça, c'est clair. Une autre chose qui est intéressante, c'est que l'Iran et la Chine partagent tous les deux un récit historique, un narrative qu'on pourrait appeler un historical narrative qui voit l'Occident comme étant la source de beaucoup de problèmes. Donc en Iran, on n'a pas vraiment besoin, je pense, de rappeler à tout le monde que les Iraniens ne sont pas forcément nos grands amis. Puis du côté des Chinois, eh bien, on peut faire penser à ce qu'ils appellent en Chine le siècle perdu. Donc toutes les conséquences avec les guerres de l'opium, la colonisation forcée, quand les Occidentaux ont forcé la Chine à ouvrir ses ports, c'est son appareil commercial, alors qu'ils ne le voulaient pas. Donc, l'Iran et la Chine ont tous deux cette perception-là que le monde fonctionne selon des principes qui viennent de l'Occident, puis ça fait pas leur affaire tous les deux. Donc, ils peuvent s'entendre sur plusieurs choses. Donc, ça va beaucoup plus loin qu'une relation économique. Là. On est en train, ce que les Chinois du moins sont en train de faire, c'est d'essayer de construire une relation qui va plus loin que les intérêts pécuniaires, qui est carrément organique. Là. On partage un héritage culturel, sans dire qu'il est commun, mais qui est semblable. Puis on partage des revendications pour le nouvel ordre mondial qui s'annonce. Donc on peut s'aligner sur ces principes-là. Donc, localisation géographique, repères culturels, récits historiques nationaux qui se rejoignent en beaucoup de points, c'est ça qui fait en sorte que l'Iran
est une pièce de choix pour les Chinois pour ce grand projet-là de la One Belt, One Road Initiative. Un allié naturel, finalement. Là. Oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce qu'on peut gagner là-dedans? Bien évidemment, on l'a déjà mentionné, les Chinois, qu'est-ce qu'ils gagnent? Une mine sans fond d'énergie pour poursuivre sa croissance. C'est ça l'intérêt principal. Il y a toutes les questions d'histoire et blablabla. Tout ça est là, mais au final, si les Iraniens n'avaient pas de pétrole, vous pouvez être sûr que les Chinois iraient voir ailleurs, puis ça ferait longtemps que ça serait fait. C'est quand même transitoire là, dans la mesure que ça fait un peu jetable dans la mesure où est-ce que si c'est des sources d'énergie non renouvelables, Oui, à un moment donné les réserves s'épuisent, oui. il va falloir quand même que les Chinois sachent justement s'en départir. Et la indépendance. Oui, tout à fait. Puis la One Belt, One Road Initiative, ben c'est un peu ça. Le jour où ça ne fonctionnera plus avec l'Iran, ça tombe bien, on va avoir des routes qui vont connecter avec le 3/4 du monde de toute façon. C'est pour ça que je pense, en ce moment, l'intérêt principal, c'est les sources d'énergie, c'est le pétrole. Ouais. Mais puis je pense que c'est peut-être vers ça que tu t'en venais un peu. J'espère pas t'avoir coupé dans ce cas-là. Mais c'est l'idée justement de développer ces routes-là. Parce que si vous regardez une carte du monde, vous voyez la position de l'Iran. T'as pas vraiment le choix de passer par là si tu veux te rendre vers l'Occident. Oui, il y a la Russie, mais encore là, il faut que tu passes par la Sibérie. C'est un petit peu un chiard. Ouais. Mais ça se fait. Il y a l'Asie centrale qui est pas toujours stable. Mais l'Iran fait vraiment un partenaire clé pour se rendre jusque-là. C'est pour ça que je pense que c'est pas nécessairement jetable cette relation-là entre la Chine et l'Iran, puis qu'elle se limite pas juste au pétrole. La game à long terme, à moyen à long terme, c'est ces routes-là, justement. La position stratégique. La position stratégique de l'Iran qui fait que c'est un incontournable dans la région. Ah oui, c'est clair. C'est juste ton tombé à la bonne place. Ouais, c'est la meilleure option sur ce plan-là, effectivement. Donc là, et l'Iran, de son côté, qu'est-ce qu'il gagne à s'associer à la Chine? Ben, il gagne premièrement un acheteur. Un acheteur immense, puis un acheteur qui est sûr, qui ira probablement pas voir ailleurs, mais surtout qui va toujours avoir une demande, parce que la Chine n'arrête pas de croître sans cesse, donc la demande risque pas de diminuer. Puis en plus, les Iraniens, de leur côté, ben, ils voient l'occasion, en s'alliant avec la Chine, de miner les intérêts américains dans la région du Moyen-Orient. D'avoir la Chine derrière toi, qui te donne une petite tape sur l'épaule puis qui dit « Vas-y mon grand », ça peut être quelque chose qui donne le courage de tenir tête aux Américains encore plus. Parce que les Iraniens, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, s'il y a bien une chose à laquelle ils excellent, c'est tenir leur bout. Ça on va leur donner. Ils lâchent pas le morceau facilement. Et en plus, dans un contexte où les sanctions internationales contre l'Iran sont de plus en plus dures, ben, d'avoir la Chine derrière nous, ça nous permet de continuer. Puis il ne faut pas oublier que le régime iranien est dans une situation semblable à celui du régime chinois, dans la mesure où, s'il n'est pas capable d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens, ben lui aussi va se retrouver dans une drôle de situation. Donc le développement économique pour les ayatollahs iraniens, c'est important. Et la Chine, ça risque d'être le moteur qui va propulser ça à un autre niveau, considérant que l'Occident regarde ailleurs pour un paquet de raisons qu'on connaît déjà. Donc là, maintenant qu'on a déterminé c'est quoi cette route-là, qu'est-ce qu'on a à gagner à travers ça, qu'est-ce que ça risque de déclencher? Bon, on l'a dit, la Chine joue un jeu potentiellement dangereux, surtout en fricotant avec l'Iran, qui est définitivement pas un de nos amis. Donc le premier dossier, ce serait le Golfe Persique. On l'a mentionné la semaine dernière dans ton exposé, Marc-André. Donc là, dans le Golfe Persique, on a un état de guerre froide qui se tient entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui vont se faire la guerre à travers des dizaines et des dizaines d'acteurs, de factions différentes pour étendre leur zone d'influence au Moyen-Orient. La guerre au Yémen, c'est pas justement un exemple de ça? C'est un exemple, puis sans dire que la guerre en Syrie est une conséquence de ça, l'escalade du conflit syrien vient en grande partie du fait que les Iraniens ont fourni des armes au régime de Bachar al-Assad, puis l'Arabie Saoudite a fourni des armes à l'armée syrienne libre. Donc, sans dire que ça a déclenché le conflit, ça a contribué à l'enfoncer avec les conséquences désastreuses qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les Américains sont dans le Golfe Persique, protègent leurs alliés saoudiens à cet endroit-là.
Mais la Chine vend des armes à l'Iran depuis des années, ce qui fait en sorte que les Iraniens sont capables de poser un challenge extrêmement sérieux aux forces américaines qui sont là. Contrôler le golfe Persique, c'est contrôler une voie maritime extrêmement importante, surtout pour les afflux d'énergie. Donc, d'avoir l'Iran qui est capable d'être l'espèce de pitbull qui mord le mollet des Américains dans cette région-là, ben c'est pratique sur un pas pire temps pour les Chinois. Donc, il y a ce premier dossier-là. Ce qui est certain aussi, c'est que l'Iran, à travers ce développement-là, voit des nouvelles perspectives pour ses propres visées impérialistes. C'est pas mal plus facile d'étendre tes tentacules quand tu as des infrastructures qui sont solides, puis quand tu as une armée qui est équipée puis financée correctement. On va se le dire, ça prend ça pour avoir des visées impérialistes, puis d'avoir du capital chinois qui rentre dans le pays à vitesse grand V, ben ça permet à l'Iran d'avoir d'autres prétentions, ça permet à l'Iran d'aller voir ailleurs. Ça nous amène à la question de l'Asie centrale, donc des pays comme l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, Kyrgyzstan. Est-ce que j'en oublie un? Je pense que c'est pas mal ça. Les stands, là. Les stands. Donc, puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que la présence des Occidentaux dans ces pays-là est relativement limitée. Les Américains ont des bases qu'ils ont utilisées pour lutter contre Al-Qaïda, mais la diplomatie américaine n'est pas particulièrement développée dans ces pays-là. Et il y a beaucoup de minorités chiites dans ces pays-là qui pourraient voir un intérêt à se rallier à un Iran qui a des visées expansionnistes un peu plus franches, si on veut. Encore une fois, est-ce qu'on parle de conquête comme c'était le cas pendant la colonisation ou peu importe? Non, on parle d'influence indirecte. Aujourd'hui, c'est pas mal plus compliqué de passer une frontière et de dire c'est nous les boss, tassez-vous. Ça fonctionne plus vraiment comme ça. Encore la Crimée qui. Ah oui, ouais, c'est quand on s'appelle Poutine, là, c'est autre chose. Ça dépend des jours, c'est rendu rare. C'est plus rare. Ouais. Puis, cette capacité économique-là que la One Belt, One Road Initiative pourrait donner à l'Iran, ben ça permettrait de développer une zone d'influence pour ce pays-là dans une zone qui est déjà délaissée par les Occidentaux. Donc... Il y a comme un vide, finalement. Oui, tout à fait. Il y a un vide diplomatique entre les Américains et cette région-là du monde. Donc, si on résume, on a le golfe Persique, on a l'Asie centrale. Si on regarde l'Iran, c'est pas mal ça, les enjeux politiques que ça ouvre. Mais comme Marc-André l'a mentionné dans sa dernière chronique, l'Iran finance des groupes terroristes aussi. Si on a plus de capital, on peut équiper ces terroristes-là encore mieux. On peut change the game si on veut. On a plus de ressources pour continuer à appuyer ces factions-là qui se battent pour nous. Donc, ce capital-là qui vient de la Chine, pour l'Iran, ça va l'aider à étendre ses tentacules au Moyen-Orient. Puis en même temps, pour la Chine, ben, d'avoir un Iran qui tient tête aux États-Unis dans cette région-là du monde, ben, c'est pas mal gagnant. Parce que pendant que les Américains sont enlisés dans des guerres dont ils sont pas capables de sortir, ben, pendant ce temps-là, la Chine construit, puis elle n'arrête pas. Pendant que les Américains sont focusés là, ben, le côté du Pacifique est pas mal plus libre dans une certaine mesure pour l'expansion. Donc, les enjeux géopolitiques très vulgarisés, très résumés si on veut, ça tourne un peu autour de ça. Une chose que j'ai oublié de dire, l'Iran a fondé des organisations de coopération économique avec les pays d'Asie centrale. Pour le moment, ça va so-so. L'Iran est un peu tout seul à pédaler pour propulser ces initiatives-là, mais ça témoigne quand même d'une volonté d'étendre son influence et d'avoir une mainmise sur la région. L'Iran, c'est un des pays les plus populeux de cette région-là, puis les Chinois leur ont donné accès à une coupe de joujoux assez intéressant. Puis tu sais, l'Asie centrale, c'était des pays qui faisaient partie de l'Union soviétique. Tout à fait. La Russie, elle voit ça un peu comme sa basse-cour. Elle doit pas être ben de bonne humeur là, de voir ça en ce moment. C'est une porte très intéressante que tu ouvres. Quand on parle du développement de la Chine, on a souvent tendance à dire que ça va être nous, les perdants. T'sais, Donald Trump, pendant sa campagne, a martelé que bon, la Chine, c'est le gros méchant de notre époque et blablabla, sans oublier l'Iran, évidemment. Mais, étonnamment, ça risque d'être les Russes, les grands perdants de cette alliance-là, parce que comme tu l'as très bien dit, les pays d'Asie centrale, c'est l'ancienne basse-cour pas des Américains, des Russes. Et là, tranquillement, pas vite,
ces pays-là sont en train de regarder ailleurs. Donc, ça pourrait accentuer l'isolement diplomatique que la Russie est en train de vivre en ce moment. Donc, il faudrait peut-être changer notre focus de place, puis peut-être que nos élites politiques auraient avantage à considérer cette réalité-là un peu plus. Au lieu d'avoir peur de la Chine maintenant, il faut se poser la question, c'est qui écope en premier? Et étonnamment, ça risque de pas être les autres. Ça pourrait être les Russes. Donc là, les implications géopolitiques, évidemment très vulgarisées, très simplifiées, ça ressemble à ça. Il y a tout le côté pécunier de la chose aussi. Donc, le volet économique. La Chine, en s'associant avec l'Iran, joue un jeu assez dangereux parce que 20% de ses exportations s'en va vers les États-Unis. Les Américains et les Iraniens ne sont pas des grands amis. Donc la Chine, il faut qu'elle joue la carte de « on travaille ensemble, mais j'ai encore plus besoin des Américains que toi, par exemple. » Fait que la Chine, il faut qu'elle joue ses cartes vraiment comme il faut, puis il ne faut pas qu'elle rentre dans une dynamique d'alliance trop franche avec l'Iran, parce que si les Américains décident de ne plus acheter de produits chinois, bye la croissance. C'est ça que ça veut dire. Ça, puis on le voit déjà en ce moment avec entre guillemets, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Oui. Là, il y a des tarifs à peu près sur tous les produits chinois. Ça affecte en ce moment, ça commence à affecter le PIB de la Chine. Il a été revu un peu à la baisse cette année à cause de ça. Ça commence à avoir un certain impact. Donc, c'est comme tu dis, ils peuvent pas trop niaiser avec ça. Non, définitivement. Puis pour faire un peu référence à ce que tu disais la semaine passée, est-ce que les Américains souffrent réellement justement de cette... je veux dire, est-ce que les alliés des Américains, ceux qui sont vraiment alignés avec eux, vont aller dans le même sens puis s'opposer un peu plus ouvertement à la Chine? Est-ce que c'est de quoi qu'on observe présentement? Ou... J'ai pas vraiment vu de différence dans le discours, mais j'ai l'impression... OK, au Canada, on est en train de parler avec la Chine pour peut-être faire un accord de libre-échange. Mettons que là, surtout quand on était dans le contexte de renégocier l'ALENA, on n'en parlait pas trop, tu sais. Parce que c'est le genre d'affaire, on connaît Trump, tu dis une affaire qui fait pas qui lui convient pas, puis il pète un câble. Fait que c'est le manager d'enfant de 5 ans, là. Fait que... Mais en tant que tel, l'idée derrière et la politique derrière reste là. C'est juste on y va plus de façon subtile. Fait que j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Puis pour revenir plus sur le côté iranien de la chose, les États-Unis sont en train de rompre l'accord nucléaire avec l'Iran. Trump, il veut que tous ses alliés ils sanctionnent l'Iran, qu'ils arrêtent de faire affaire avec eux. Puis l'Union européenne avait commencé, beaucoup de pays de l'Union européenne avaient commencé à faire affaire avec l'Iran dans les 5 dernières années. Puis ils hésitent beaucoup à se retirer aussi parce que... À date, la plupart ont dit, tu sais, mange de la marde, Trump, puis nous autres, on va continuer. Là, les compagnies européennes, la plupart, ils continuent parce que... on revient à ce que je disais la semaine dernière, ça dépend. Multipolaire un peu, c'est qu'ils se sentent backés par l'Union européenne. T'sais. Ça dépend des compagnies parce qu'il y a beaucoup de compagnies quand même que, justement, étant donné qu'ils font des affaires avec les Américains, puis qu'il y a des Américains... Trump il a dit les compagnies qui font affaire avec les Iraniens, nous on fera pas affaire avec eux autres, puis on va émettre des sanctions à l'égard des compagnies justement. Ben ça en fait hésiter quelques-uns, puis on a senti quand même un refroidissement. Mais il y a quand même beaucoup de pays de l'Union européenne qui voient ça comme un bluff, puis qui n'ont pas mordu justement, puis qui ont dit nous autres on va continuer. On parle de la France le fait si je me trompe pas, je pense l'Angleterre aussi. Fait que on voit qu'on commence. T'étais les pays de l'Union européenne qui commencent à se dire on ne sera pas menacé par les Américains puis on va pas se faire intimider par des mesures comme ça ou des déclarations comme ça. Ça revient justement à ce que je disais sur le monde multipolaire qui s'en vient puis l'Union européenne étant un des grands joueurs. Oui, tout à fait. Puis tu sais, il y a toute cette relation-là d'interdépendance entre la Chine et les États-Unis qui ne peut pas disparaître demain. Elle disparaîtra probablement jamais. Les deux ont besoin de l'autre. Oui, exactement, les deux en ont besoin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la Chine, surtout depuis 2008, quand il y a eu la crise qui a quand même secoué l'appareil économique mondial assez sévèrement, mais la Chine a ressenti ces effets-là. Puis un peu pour revenir à ce qu'on disait, la Chine ne peut pas se permettre de rentrer dans une récession qui va dégrader les conditions de vie de sa population. Le parti meurt si ça arrive. Fait que le gouvernement chinois s'emploie depuis assez longtemps maintenant à se protéger contre
les fluctuations du système qui vient de l'Occident finalement. Développer ses tentacules à grandeur du monde, ça fait partie d'une réponse à ça. S'il y a une crise économique qui se précipite avec les États-Unis, ben ce 20%-là d'exportation qui s'en allait vers les Américains, ben si elle peut en shipper 1% au Kazakhstan, 3% en Iran, puis qu'elle peut répartir ça un peu partout, ben c'est la solution pour résister à une crise finalement. La Chine se comporte à bien des égards exactement comme les puissances européennes qui vont coloniser le monde à la fin du 19e siècle. Une Europe qui est en deuxième révolution industrielle puis qui a besoin de marché pour écouler ce qu'elle produit. Sans dire que c'est la même mécanique, c'est les mêmes objectifs au final. C'est d'étendre son influence pour être capable de liquéfier ce qu'on produit en trop puis s'assurer que la machine roule tout le temps. Donc là, avec les États-Unis, on a ce problème-là. Un autre enjeu économique qui devient un enjeu politique, c'est que quand on regarde les pays avec lesquels la Chine font affaire, ben on se dit, mais ces pays-là n'ont jamais les moyens de payer. La Chine prête des milliards, là. Elle prête, là, ça sort, là, ça coule comme de l'eau. Puis on donne ces milliards-là à des pays qui n'auront pas le PIB pour rembourser ça, qui n'auront pas les richesses pour le faire. Donc là, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ben parfait, tu peux pas me payer, tu vas me laisser installer une immense base militaire dans ta région, je vais payer un bail dérisoire, puis ça va être bon pour quelques décennies, là. C'est pas 2-3 ans le temps qu'on fasse ce qu'on a à faire. Je pense qu'au Sri Lanka, on en parlait tantôt, c'est un bail de 100 ans. Là, c'est ça, au Sri Lanka, ils ont construit un port extrêmement important dans le pays. Puis là, quelques années, puis là, quand on cognait à la porte, qu'il était venu le moment de payer, bien, évidemment, le Sri Lanka n'avait pas cet argent-là. Puis on dit, OK, ben, on va prendre possession du port pour 99 ans. Puis ils ont signé un bail de 99 ans. Et voilà. Puis là, ça appartient à ça. Puis ce port-là est extrêmement important dans la région stratégiquement. Puis ça les aide à isoler l'Inde, qui est un de leurs adversaires dans la région, justement. Donc c'est tout ça, la construction aussi avec Belt and Road, c'est ce côté-là aussi. Oui, le volet par rapport à l'Inde, là, on peut le mentionner, là, comme on a déjà dit, là, ça entoure l'Inde. Là. C'est carrément une initiative économique qui va... La route maritime vient complet. Tous les ports placés pour le chemin de la route maritime entourent l'Inde, justement le Sri Lanka, le Pakistan d'un côté, l'Iran de l'autre. Ça vient les embouteiller, là. Un des buts, c'est vraiment d'isoler l'Inde. Par rapport entre autres, un des buts stratégiques, c'est ça. Puis en fait, en le disant, j'ai réalisé que c'est un peu niaiseux, mais le Pakistan et l'Iran sont du même bord de l'Inde. Mais je voulais dire que c'est ça, le Pakistan d'un côté, puis plus près après ça, ben, par exemple, le Myanmar ou la Thaïlande de l'autre, pour vraiment entourer l'Inde, puis faire comme... Regarde, pas besoin de passer par là. Hein. Non, c'est ça. Puis surtout ça, en termes terrestres, pas besoin de passer par là. Puis en termes maritimes, c'est... Regarde tous les ports qui, évidemment, vont avoir des navires militaires chinois pour assurer la sécurité de la route commerciale. Ben oui. Ça se dit bien comme ça. Mais ce que ces ports-là vont faire, c'est justement d'isoler l'Inde, qui, pour elle, la cour arrière de l'Inde, c'est l'océan Indien. C'est comme ça qu'ils le voient. À porte non, en plus, ça tombe-tu bien. Mais c'est ça. Puis là, c'est que tu viens couper cette ligne-là, ou en tout cas, tu viens de limiter. C'est la route maritime, c'est ça la partie route de ceinture et route. Là. C'est une ceinture, c'est bizarre. C'est une ceinture routière, c'est une ceinture terrestre, mais une route maritime. En tout cas. Toujours trouvé le nom un peu niaiseux. Mais justement, par rapport à ça, cet isolement de l'Inde-là pourrait pas provoquer justement des tensions, parce que si la population en vient à souffrir, je veux dire... Je pense qu'ils vont doser ça va être une question de dosage, je pense, entre la Chine et l'Inde. C'est que la Chine va vouloir isoler l'Inde pour pas qu'elle propulse sa puissance, qu'elle soit vraiment en mesure de la démontrer en dehors de son territoire, ou en tout cas la limiter le plus possible, mais sans pour autant les mettre dans le trouble non plus, parce que justement, c'est là... Si l'Inde vient trop affaiblie, ils vont être désespérés, puis c'est là que la merde peut pas. Mais l'idée, c'est de s'imposer un peu justement sur... C'est ça, c'est de s'imposer, puis de faire comme... Tu vas marcher comme moi je marche, là. Peut-être pas aussi intense que ça, mais plus de faire si tu veux continuer de prospérer, on n'aura pas le choix de faire affaire ensemble. Puis ça se peut que les termes soient peut-être un peu plus à mon avantage qu'à toi. Mais tu sais, l'Inde est trop grosse, est trop importante, puis va le devenir encore plus importante pour se faire dicter les termes complètement. Mais c'est mon inquiétude justement, là, c'est lorsqu'on se retrouve justement deux puissances comme ça qui s'irritent entre elles, ça peut déborder. Là. Ouais, puis il y a déjà des tensions entre les frontières indiennes puis chinoises. Ah ouais. Puis justement, le partenaire majeur de la Chine dans Belt and Road, c'est le Pakistan.
ennemi juré Ouais, de ennemi l'île Ah, de juré. l'Inde. ennemi congénital. Mais c'est ça, tous les premiers projets de la Une guerre froide qu'on a route, tendance à oublier. c'est ça. Puis tous les projets de la route de l'initiative ont commencé au Pakistan, ou ont presque tous commencé au Pakistan. Il y a un port extrêmement important dans la ville côtière de Gwadar, qui était une ville plus ou moins importante, mais qui maintenant est rendue essentielle puis cruciale. Puis ça fait tout le chemin justement du centre de la Chine jusque vers l'océan Indien. C'est des milliards et des milliards juste sur ce chemin-là, qui passe entre autres par le Cachemire, ou à côté, mais en tout cas qui vient ramener justement ces tensions-là territoriales entre le Pakistan et l'Inde, puis la Chine aussi, qui a un certain mot à dire là-dessus. Ouais. Fait que faudrait vraiment. Je pense que la Chine jouerait extrêmement mal ses cartes s'il allait dans une idée de confrontation Avec vraiment directe. Mais juste d'être capable, d'être fatigant, d'être l'épine dans le pied, juste pour les forcer à on va calmer le jeu, on va faire affaire ensemble, mais c'est la Chine au final qui en profite un peu plus. Ouais, non, c'est clair. Puis tu sais, il y a toute la façon dont les Chinois font la promotion de ce projet-là aussi. Tu sais, quand Xi Jinping, le président chinois, a commencé à faire ses tournées dans le monde, ben il vend ça comme un win-win. Tu sais, il va pas dire « Ah, by the way, on va installer des bases militaires partout, mais laisse-nous construire notre route. » Ça, c'est souvent quelque chose qui vient après. On donne plein d'argent, on construit plein d'infrastructures, puis là, quand on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de payer, c'est-tu plate? On a une base militaire à installer. Fait que la Chine, oui, joue un jeu dangereux parce qu'elle peut s'aliéner des populations. Le cas de l'Inde, on vient d'en parler assez largement, ça pourrait mettre le feu aux poudres, mais on voit vraiment une volonté impérialiste de la Chine à travers ça. Puis un impérialisme, encore une fois, qui est différent de ce qu'on a pu observer dans le temps de la colonisation par les Occidentaux. Là, on parle pas forcément de prendre le territoire directement, de planter un drapeau chinois puis de dire « Maintenant, l'Iran est une province de la Chine ». C'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle d'un impérialisme qui ressemble un peu à celui des Américains. C'est comme, on laisse la souveraineté au pays qui est là, mais on a 3 bases militaires dedans. Mais ça ressemble un peu au colonialisme que les Européens ont fait subir à l'Asie, parce qu'on retrouvait vraiment des territoires qui étaient pris en Amérique centrale et du Sud, puis en Amérique de façon générale, puis en Afrique, mais ce qu'on retrouvait beaucoup, c'est les Pays-Bas qui imposaient des postes d'échange. Oui. Puis là, justement, ils construisaient des villes, mais c'était une ville qui était, somme toute, assez indépendante du reste du pays, que, les populations présentes, les régimes présents s'occupaient, mais essentiellement, c'était la présence puis l'influence culturelle qui imposait à ces populations-là, un peu comme la Chine essaie de faire par l'influence que ces ports qui ont construit, ces installations-là de commerce. Ouais. C'est vraiment des... Puis ça ramène, c'est pas juste aussi l'aspect des bases militaires, c'est que le côté très économique de la chose, c'est quand on regarde justement les pays qui font partie de l'initiative de Belt and Road, c'est que il y en a plusieurs là-dedans qui vont se ramasser, que si jamais ils sont pas capables de... En fait, que les dettes qu'ils vont devoir, ils vont être à 50, 60, 70, même 80% dans certains cas. Toutes les dettes que le pays doivent vont aller vers la Chine. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un petit pays africain que 80% de ta dette va à un seul pays, puis que c'est la Chine? Puis à quel point tu es encore vraiment indépendant? À quel point est-ce que tu peux encore vraiment prendre des politiques économiques ou de défense ou de quoi de même? Tu es vraiment limité dans ton autonomie parce que t'as ton gros créancier pas très loin qui va peut-être venir cogner à la porte, qui va dire « Hey, cette alliance-là avec tel pays... j'aime pas ça, moi, t'aimerais-tu, tu sais. Ouais. C'est tout ce côté-là de ça fait déguiser un peu. Ouais. Ça fait mafioso, je trouve. Ça fait très mafioso. Puis c'est pas juste des pays africains qui sont en voie de développement en ce moment. Ouais. Le Monténégro est dans la liste des pays les plus à risque avec l'initiative de Belt and Road. C'est pas loin de 60% de sa dette qui pourrait être envers la Chine si jamais ça continue comme ça. Monténégro, t'es aux portes de l'Union européenne. Là. Ouais, c'est un piège de dette, là, carrément. Ouais. Puis tu sais, ce qui est encore plus surprenant, je dirais, là-dedans, c'est que tu sais, la Chine, sans dire qu'elle va faire exporter son modèle culturel, ben elle va peut-être être capable d'exporter son modèle politique. Cette espèce de modèle-là de le capitalisme d'État qu'on appelle. Donc oui, une certaine liberté par rapport à l'entreprise privée, mais sous un contrôle sévère du gouvernement. Ben
il n'y a rien qui dit que ce modèle-là va pas prendre de l'expansion aussi, puis qui va peut-être dans plusieurs décennies imposer une compétition féroce à la démocratie libérale, Ouais. au même titre que le communisme le fait il y a quelques décennies aussi. Puis une chose qu'on n'a pas dit, peut-être pour amener ça sur l'Iran, c'est que les mines qu'on est en train de construire, les barrages qu'on construit, c'est des entreprises chinoises qui le font. En ce moment, il y a des milliers de travailleurs chinois qui sont établis en Iran. Il y a des villes là, qui se construisent autour des chantiers de construction. Là. Donc là, est-ce que ces gens-là vont rester là? Est-ce que ça va devenir une minorité qui va s'installer là de façon un peu plus permanente? Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'on observe quelque chose comme ça. Donc c'est tout ça que ça amène aussi. Là. Puis ça ramène le côté insidieux aussi un peu de ce projet-là, c'est la Chine va dire on fait du développement, regardez, on va créer des milliers de jobs dans ce pays-là. Ben ouais. Mais ce qu'on voit, c'est que Ces jobs-là sont comblés par des Chinois. il y a une bonne partie de ces jobs-là qui sont comblés par les Chinois. Pas Ouais. toutes, mais beaucoup, puis surtout les jobs plus payants. Puis les contrats vont à quelle compagnie? Compagnie chinoise. Compagnie chinoise. Les matériaux, ils viennent d'où? Le shit. La Chine. Exactement. Puis Fait que, tu sais, c'est pour ça que même le côté de on fait ça pour aider le monde, pour ce développement, il y a un méchant gros bémol à mettre là-dessus. Puis si les compagnies sont la propriété de l'État aussi. Ben c'est ça, ou sinon, si c'est des compagnies privées, il y a Ouais. un organe du Parti communiste qui en fait partie anyway, qui vont être sur le conseil d'administration, peu Exactement. importe, c'est tout comme ça. Donc c'est pas juste les entreprises chinoises qui prennent de l'ampleur, c'est le parti par la même occasion. Donc, Exactement. oui, c'est vraiment c'est quelque chose. Puis on t'en a parlé un peu aussi dans ta dernière chronique, Marc-André, il y a une certaine dissidence qui commence à se faire sentir du côté des alliés américains, sans dire que les membres de l'OTAN tournent le dos aux Américains, parce que c'est pas vrai. Ben, ils commencent à regarder ailleurs tranquillement. Puis, à peu près à la moitié des années 2010, 2013 ou 2014, je suis plus très certain, quand l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se sont joints à la banque qui finance le développement de la Belt Road Initiative, donc l'AIIB, donc Asian Infrastructure Investment Bank, pardon. Il y a des Occidentaux qui ont joint cette banque-là contre la volonté des États-Unis. Barack Obama a fait un National Security Meeting après que ces nations-là aient investi dans la banque. Donc là, de dire que les Américains n'ont pas peur de ça, ben c'est un peu dur parce que même on parle pas de Trump ici, là, on parle de Obama qui a mobilisé ses ressources dans une question de sécurité nationale parce que dans sa tête à lui puis dans la tête de son administration, c'est les premiers signes d'un essoufflement du système de Bretton Woods, Ben oui. justement. Puis tu sais, t'as la moitié de tes alliés du G7, c'est supposé être tes alliés les plus proches, Ouais. qui se virent de bord, puis ben pas qui se virent de bord, mais tu sais, qui ouvrent la porte à on va aller voir ce que la Chine fait avec ça, puis on va embarquer, puis envoyer notre argent. Puis tu sais, pour faire une petite parenthèse, quand tu regardes le contrôle de cette banque-là, c'est les Chinois qui ont le contrôle quand tu regardes la façon. C'est eux autres qui donnent le plus de capital, mais juste dans les règlements de la banque, c'est tout le temps les Chinois qui vont avoir le dernier mot à dire sur toutes les décisions vraiment majeures. Justement, il y a un intérêt quand même stratégique justement de s'intégrer à cette organisation-là pour essayer d'aller chercher un peu de capital politique puis de pouvoir faire avancer peut-être ses intérêts. Ouais, mais encore là, toutes les décisions cruciales doivent être adoptées par les Chinois. Ils ont carrément un droit de veto. Fait que, oui, tu peux avoir une influence sur certains projets, d'accord, mais tout ce qui est vraiment d'envergure puis les grandes orientations de la banque, c'est la Chine qui a le dernier mot. Oui, ça va, mais sans dire que tu sais, la présence de ces pays-là donne une certaine crédibilité à la chose, puis s'ils se retirent, il y a Ouais. il y a une part Il y a de personne qui s'est retiré à date, puis il y a juste des pays qui font s'ajouter. Effectivement. Mais parce qu'il y a l'intérêt, c'est de s'orienter puis de faire en sorte que les gens. Sinon, ils vont être isolés finalement. Puis c'est ce qui arrive avec les États-Unis, c'est que leur isolement est en train de leur coûter cher. Ouais, mais je pense que. Il y aurait. Si tous les pays. Si l'Union européenne et les États-Unis avaient décidé qu'on n'embarque pas nous autres, le message aurait été vraiment fort, ça n'aurait pas été de l'isolation rendu là, tu sais, à cause de leur poids économique. Ouais. Maintenant, c'est plus de l'isolation de la part des États-Unis, parce qu'il y a eux autres puis le Japon des pays occidentaux majeurs qui s'en font pas partie. Tu sais. Fait que là, ça ressemble plus à de l'isolement, mais à la base, il aurait dû jaser, on se peut-être qu'ils se sont jasés puis ça n'a pas marché, je sais pas, là. Mais s'ils avaient fait un front commun de dire nous autres on n'embarque pas dans votre banque, le message aurait été vraiment différent. Là. Mais là, ça aurait créé un pôle.
Ça aurait créé 2 pôles, Un encore pôle une fois. plus Je pense cohérent. je pense qu'il y a une volonté quand même de briser ces barrières-là, où est-ce qu'on crée justement ces pôles-là qui s'opposent. Il y aurait peut-être moins de pays après ça qui auraient suivi pour embarquer dans les plus petits pays. Tu sais, Non, qui c'est seraient ça. dit, nous autres, on va rester dans le pôle classique de la Banque de développement asiatique qui est là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en se disant, nous autres, on va rester dans ce système-là. Puis on n'embarquera pas dans le nouveau. Tu sais, ça aurait peut-être limité ça, je sais pas. Tu sais, c'est le même principe que dans une classe au secondaire. T'as les 4 gars de l'équipe de football qui disent moi je suis d'accord avec ça. Chances are qu'il y a pas mal de monde dans la classe qui n'aurait pas levé la main normalement qui vont décider de suivre. Fait que tu sais, comme tu l'as très bien dit, des petits pays qui auraient peut-être pas fait le pas. Là, ils voient l'Allemagne, ils voient la Grande-Bretagne, puis ils voient la France se tourner un peu de leur allié américain, puis ils font ah ben si eux autres ils le font. Ouais, mais parce que. Mais en même temps, c'est justement dans un but de. Je pense que le but, c'est justement qu'il n'y ait plus ces frontières-là qui se coupent, puis ça n'empêche pas que ces pays-là, oui, les plus petits pays vont se faire influencer davantage par un côté, mais je pense qu'il y a des pays qui veulent jouer un peu plus l'arbitre, puis être moins justement confinés à un côté, puis je prends justement les plus grands pays qui vont s'opposer, qui viendront pas s'opposer nécessairement aux Américains, mais qui vont faire la démonstration que, tu sais, vous n'êtes pas les seuls à jouer le grand jeu, puis essayer de tout ménager la chèvre et le chou, là, finalement. Ouais. C'était peut-être ça leur intention. Là. Je veux dire, l'histoire en jugera si c'était le bon move à faire ou pas. J'ai des doutes, mais ouais, je vois ton point. Je comprends, tu sais, on a beaucoup la vision, tu sais, le point de vue américain, puis je veux dire, fondamentalement, on va être les derniers à tomber, on va être dans les derniers à tomber si les Américains s'isolent de plus en plus, mais en même temps, je pense que sans dire que, tu sais, puis en faisant abstraction de toute la question des droits humains puis des décisions moralement discutables du régime chinois, je comprends, tu sais, je trouve ça un peu biaisé que de tout le temps s'orienter comme quoi ce qui est pas bon est du côté opposé des Américains. Tu sais, je trouve qu'il y a un point de vue qui est très comme centré États-Unis, puis je trouve ça pas plate, mais j'essaie d'avoir une vision un peu plus globale puis de voir comment ces joueurs-là qui se trouvent un peu pris entre les deux se doivent d'agir. Ouais. Alors, c'est clair que c'est pas une décision facile, ça c'est sûr, parce que tu sais, il y a toute une notion de sentiment de dette envers l'Amérique aussi. Parce que si l'Europe est en shape aujourd'hui alors qu'il y a 80 ans c'était un champ de ruines, mais c'est en grande partie à cause des Américains aussi. Donc c'est pas une petite décision là, pour les dirigeants français ou britanniques de dire ouais ben tu sais sans dire qu'on vous abandonne, on va aller voir ailleurs parce que à la fin de la journée, ils en doivent une pas pire aux Américains, ces nations-là. T'sais. Ils vont voir ailleurs, mais ils s'opposent pas, tu sais, ils se retournent pas. Ils tournent pas le dos aux États-Unis. C'est plus ça que je veux amener comme point. C'est le fait que. Ça a été perçu comme ça aux États-Unis. Exactement. Mais ça, c'est pas. Je pense que c'est pas américain. Là. Mais je pense que c'est de la frustration plus que. Je trouve que ça fait plus frustré comme réponse que vraiment nuancé dans la mesure où est-ce que ben, c'est plate, mais vous pouvez plus assumer le rôle de puissance unique, d'hégémonie. On n'a pas le choix de s'ouvrir à ces autres-là si on veut se démarquer puis ne pas se retrouver justement isolé. Ouais, mais c'est que ça revient, c'est que ça nuisait à la vision d'Obama de retarder ce moment-là le plus possible ou peut-être même de s'arranger pour pas que ça arrive. Justement en se tournant vers l'Asie puis en faisant des trucs comme le partenariat transpacifique pour ralentir la Chine. T'sais. Mais ouais, mais tu sais, peut-être pour continuer là-dessus, ce qui est clair, c'est que ça montre des signes d'essoufflement d'un système qui prévaut depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est ça que les Américains... Oui, excuse-moi, t'as raison. Puis c'est ça que les Américains retiennent. C'est ça qu'ils entendent. Ce qu'ils entendent, c'est pas « Oh, on a une vision globale puis on veut considérer tout le monde ». Ce que les Américains entendent, c'est « Vous êtes en train de quitter le navire puis ça nous fait peur ». Puis c'est ça que les Américains computent comme message. Puis d'une certaine façon, ils ont un peu raison. Fait que... ouais, si on peut partir sur une autre tangente si vous voulez. Donc dans le fond, qu'est-ce qui reste aux Américains? Tu l'as très bien dit, Obama aurait peut-être voulu freiner ce mouvement-là qui s'annonce, mais au lieu de prendre 15 ans, ça aurait pu en prendre 60. T'sais. Là,
surtout depuis que ce cher Donald est dans le bureau ovale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de tirer quelque chose de bien de tout ce marasme-là finalement? Une chose que les Américains doivent garder en tête, c'est que la relation entre la Chine et l'Iran, elle n'est pas infaillible. On a déjà amené l'idée comme quoi la Chine ne pouvait pas s'allier trop directement avec l'Iran, mais si on regarde l'Iran plus directement, là, ce qui fait en sorte que les ayatollahs iraniens sont au pouvoir aujourd'hui, c'est le cri révolutionnaire. C'est de mettre une puissance occupante, étrangère, dehors de nos frontières. Là, si la Chine commence à faire la même affaire, ben les Iraniens ne seront pas plus de bonne humeur. Il y a eu des manifestations en Iran contre la présence chinoise, puis on brûlait des drapeaux chinois, puis c'était Death to China, comme on disait Death to America pendant la révolution en 79. Donc là, il y a ce volet-là aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça se peut que les Iraniens s'écœurent de la Chine aussi. Ils ne peuvent pas se le permettre pour le moment, mais ça va être quoi dans 10 ans? Ça, c'est dur à dire, surtout dans un pays comme l'Iran où les choses peuvent changer complètement en dedans de quelques semaines. C'est assez stable, mais cette stabilité-là a connu des épisodes pas drôles dans les derniers mois. On peut parler de la résistance de certaines Iraniennes par rapport au code du voile. On peut parler, il y a eu un gros attentat pendant un défilé militaire. Les sanctions commencent à faire du trouble aussi. Étonnamment, c'est cette entente-là qui est venue remettre un peu plus de stabilité. Ben oui, parce que ça de donne satisfaction envers le régime. Ça donne un prétexte pour l'élite pour resserrer sa grip, justement. Ben non, en fait, c'était plus loin que ça. C'était surtout le sentiment d'union de... On est en maudit contre le gouvernement en ce moment, mais là, tout le monde s'est fait attaquer. On a un plus gros problème, c'est ça. On a un plus gros problème, fait qu'on va s'unifier. Fait que ça leur achète beaucoup de temps en ce moment. Tout à fait. Puis, une autre option que les Américains peuvent avoir, c'est qu'ils sont quand même très proches de beaucoup d'hommes d'affaires chinois. Donc, c'est du lobbying, là, carrément, finalement. Les États-Unis ont des alliés capitalistes en Chine, donc ils peuvent compter sur eux dans une certaine mesure, pas pour arrêter le projet. Le projet est déjà enclenché. Il y a déjà des routes de fait, ça s'arrêtera pas. Mais peut-être pour influencer la politique chinoise pour qu'on en retire quelque chose, finalement. Donc, ils ont des alliés à l'intérieur aussi. Un autre fait intéressant que beaucoup de personnes n'ont pas relevé, quand Donald Trump a pris ses fonctions de président, évidemment, il y a sa liste d'appels aux autres dirigeants du monde. Et une des premières personnes qui a appelé, c'est Nazarbayev, le président du Kazakhstan. Je suis sûr que tout le monde savait que c'était le président du Kazakhstan. Ouais, oui, c'est Nazarbayev qu'on connaît très bien. Ben oui, j'en ai parlé en déjeunant ce matin. Ben oui, ben comme on le fait tous. Je regarde sa photo avant de me coucher. Ah oui, et au lever, c'est important. Mais... Puis, on va tendance de se demander pourquoi est-ce que Donald Trump appelle le président du Kazakhstan, dans une région dans laquelle les États-Unis sont plus ou moins engagés depuis une couple de décennies. Ben, c'est un peu dur de ne pas voir une réaction à ce qui est en train de se passer à cause de la One Belt, One Road Initiative. Parce qu'on l'a dit, ça permet à l'Iran d'avoir des prétentions dans cette région-là. Les Américains qui ne s'en sont pas vraiment occupés d'ici là, c'est-tu drôle, on va appeler le président du Kazakhstan, puis cet appel-là a été ridiculisé dans les médias parce que Donald Trump, à part donner des bonnes petites tapes dans le dos à Nazarbayev, puis à parler de tout et n'importe quoi, il n'y a rien qui s'est dit, il n'y a pas eu de politique étrangère claire qui a été énoncée, mais le fait que Donald Trump essaye de mettre Nazarbayev dans son équipe en étant bien body, ça envoie un message, puis ça montre que l'administration américaine commence à être consciente que cette région-là pourrait passer dans l'ère influence chinoise. C'est une région qui est immense, c'est une région qui a beaucoup de monde, puis les Américains ont plus besoin d'amis que d'ennemis ces temps-ci. Fait que, il y a ça. Puis, on a mentionné aussi, je l'avais déjà dit, je l'avais dans mes points, je l'ai déjà dit, le meeting de sécurité nationale qui a été appelé suite... pas à la jonction, mais au fait que d'autres puissances ont joint les banques de développement asiatiques. Donc là, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette situation-là? Ben, la Chine va continuer de maintenir une relation relativement informelle avec l'Iran parce qu'elle ne peut pas se permettre de scraper sa relation avec les États-Unis. Scraper la relation avec les États-Unis, c'est un suicide politique pour le Parti communiste. Ça n'arrivera pas.
Est-ce que les banques asiatiques vont pouvoir supplanter la Banque mondiale, le Fonds monétaire international? Probablement pas dans un avenir rapproché. Ça arrivera pas pour le moment. C'est assez facile d'être d'accord là-dessus. Par contre, dans 35, dans 40 ans, si les États-Unis continuent de s'enfoncer à la vitesse à laquelle ils le font, puis que la Chine est capable de fédérer le tiers de la population mondiale sous son projet d'unification routière, ben c'est peut-être là que ça va changer. Ça va vraiment dépendre du succès ou non de la de One Belt Belt, and Road. Oui. C'est ça, leurs œufs sont un peu tous dans ce panier-là aussi, c'est ça le problème. Parce que ça, le prix, la cagnotte est très importante, mais le risque est élevé parce que si ça finit que tu as juste une gang d'éléphants blancs qui sont construits un peu partout en Asie, ben les prochains pays ne voudront pas les avoir, ces affaires-là. T'sais. Non, exactement. Les premiers projets sont cruciaux. Là. Ouais, puis on l'a mentionné, la Chine fait passer une route à travers le Pakistan, un pays extrêmement instable, des routes qui passent par le Moyen-Orient aussi, mais le Moyen-Orient, encore une fois, c'est une poudrière. C'est un pari risqué d'investir beaucoup dans des pays qui sont en proie à autant de violence. Donc la Chine, encore une fois, oui, elle va peut-être pouvoir retirer des bases militaires et des positions géostratégiques, mais si les pays dans lesquels elle construit les infrastructures s'écroulent sur eux-mêmes, ben ils vont être perdants sur un pas pire temps. Puis les Chinois en sont conscients. Donc plus vite le projet aboutit, le plus vite les bénéfices arrivent, et moins les risques de conflit sont grands. Donc les Chinois vont juste être motivés à aller encore plus vite dans cette initiative-là. Il y a quand même des intérêts divergents entre l'Iran et la Chine. On a dit au début que l'Iran et la Chine avaient cette notion-là de vouloir lutter contre l'Occident. C'est vrai. Par contre, il y a une méchante différence. La Chine, elle a pas mal plus besoin de nous autres que l'Iran a besoin de nous, dans une certaine mesure. Puis l'Iran, son régime politique repose sur le fait qu'on a mis les Américains dehors, puis la lutte contre l'Occident, c'est ça qui motive la nation, c'est ça le credo de la République islamique. On fait notre truc, on n'a pas besoin des Occidentaux, puis on aime mieux être pauvre qu'être associé aux Américains. C'est carrément ça. La Chine n'est pas dans ce mindset-là pantoute, là. Donc, il y a ce décalage-là entre ce que ces pays-là veulent aussi. L'Iran est beaucoup plus belliqueux à l'endroit des Américains que la Chine peut l'être. Puis il y a beaucoup de proches de Xi Jinping qui disent l'Iran, là, ça va rapporter, mais c'est une patate chaude. Il faut vraiment qu'on joue nos cartes comme du monde. C'est un peu pour ça, en fait, que t'as le reste de l'Occident, à part les États-Unis, qui se sont ouverts à l'Iran pour avoir une chance de garder la main mise sur... C'est pas impossible. C'est Non, cohérent. Puis il y a beaucoup de monde en Iran, il y a des profits à faire pour les compagnies là-bas, c'est certain, mais ça, c'est l'idée de... C'est de calmer le jeu avec ce qui se passe en Iran, justement, de normaliser les relations. Tout le deal nucléaire, c'est ça, c'est de tranquillement revenir à ben, dans certains cas, à juste avoir des relations avec l'Iran, mais justement de détendre, faire une détente justement là-dessus. Ben, quand Obama avait fait le deal nucléaire avec l'Iran, c'était entre autres pour balancer l'influence chinoise dans la région. Puis là, grâce à ce cher Donald, ben tout ça c'est à terre. Fait que les Iraniens, ils n'ont pas 15 000 options, puis la Chine, c'est la meilleure pour le moment. Donc là, évidemment, surtout avec Trump dans le bureau ovale, c'est extrêmement difficile de faire des prédictions. Mais ce qui est certain, c'est que le modèle chinois, pas juste économique, son modèle politique risque fortement de s'étendre dans les prochaines années parce qu'on dira bien ce qu'on voudra, mais le modèle politico-économique chinois, il donne des résultats ces temps-ci. Get shit done. Ouais. Peut-être au mépris des droits humains, mais en fait pas peut-être. Assurément. On soupçonne. Assurément, mais les résultats sont là pareil, puis des populations qui sont dans le trouble, ça va pas leur déranger que la Chine viole les droits humains every now and then. Ils vont préférer le développement, comme tu l'as dit dans ton émission de la semaine dernière. Donc là, ça fait un peu le tour de ce très vaste sujet. Ouais, mais merci beaucoup, ça. Comme tu dis, c'est très vaste. Je pense qu'on pourrait faire... on peut en parler pendant les heures. On pourrait faire une série d'émissions là-dessus. Mais ce qu'on veut réellement savoir, c'est si la ceinture est en cuir ou en tissu. C'est ça qu'on veut savoir. Je pense que ça dépend à quel point tu es gentil avec la Chine.
Ouais, S'il c'est faut qu'elle y aille un peu plus intense, ça va être en queue, faire une bonne strap. c'est ça. Non, ben, elle va être en soie, comme tu dis. peut-être que le projet va devenir la Strap Initiative. On le sait pas. Ben, À suivre. À suivre. Merci beaucoup, Anthony. Ben, merci C'était beaucoup. fort intéressant. Merci pour vos interventions. Belle C'est discussion. Toujours le bienvenu. C'était tout le temps des bons shows. Très apprécié. Donc, merci tout le monde. C'est ce qui conclut notre émission. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Podbean, Google Play, YouTube et Apple Podcast. Sur Apple Podcast, très important de nous laisser 5 étoiles, des commentaires. Ça nous aide à battre les algorithmes et à monter dans le classement. Je vous rappelle aussi d'aller voir notre page Facebook, d'aimer, commenter, partager. Très important. On a aussi une page Instagram, donc allez liker ça aussi. La semaine prochaine, Samuel, avec toi, on va parler de gamification. Gamerification. C'est quoi le mot? Ludification. Ludification. Merci à l'OQLF. On salue encore une fois. On salue encore une fois l'OQLF. Donc voilà, vous vous demandez ce que c'est? Ben moi aussi, fait qu'on va en savoir plus la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Merci. Bye.